Ok, donc hello hello. On va se retrouver sur une petite vidéo sur la macro. Hello hello. Du coup, première vidéo sur qu'est-ce que la macro et du coup tout le chapitre 1. Donc déjà la macro, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement l'étude de tous les comportements, mais à une grande échelle. Donc que ce soit l'échelle d'un pays, d'une région ou même d'un continent, voire même le monde en fait, tout simplement. Donc, on va commencer. En macro, on va séparer plutôt deux catégories. On va avoir l'école de la demande. Donc, c'est quand on part de la demande pour créer, entre guillemets, de la valeur économique. Donc, ça veut dire qu'on va augmenter, par exemple, les salaires, que ce soit par des subventions ou n'importe quoi, pour augmenter la demande. Forcément, si tu donnes plus d'argent à quelqu'un, il va vouloir dépenser un peu plus. Donc ça va augmenter la production, parce que les entreprises, elles vont adapter leur production par rapport à la demande. Donc du coup, ça va créer plus d'offres. Et en fait, ça devient un peu un cercle vertueux parce que quand tu produis plus, les gens sont en général plus payés. Il faut bien comprendre que c'est en général et c'est pas un individu personnel. C'est-à-dire que l'entreprise, elle va embaucher des gens et du coup, il va y avoir plus d'argent dans l'économie. D'un autre côté, on peut aussi avoir l'économie de l'offre, enfin l'école de l'offre. Donc ça, c'est plutôt quand un État il va faire une subvention sur un produit et donc du coup, ça va augmenter les rythmes enfin, de production. Et du coup, c'est principalement ce qui sépare ces deux écoles-là, c'est principalement le point de départ, mais la conclusion, ça reste quand même d'augmenter ou de diminuer d'ailleurs, parce que ça marche un peu dans les deux sens, la production globale. Donc maintenant, on va voir tout ce qui est fonction de consommation et d'épargne. Donc vous avez les formules qui sont juste sur le côté. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est plus ça. C'est-à-dire que quand on parle de consommateur, tout le monde est consommateur, mais par contre, tout le monde ne produit pas de revenus. Et donc c'est ça qui est hyper important, et c'est pour ça qu'on parle de désépargne ici. C'est parce qu'à un niveau global, si les actifs n'arrivent pas à rembourser enfin, n'arrivent pas à produire plus que enfin, ce dont a besoin la population, on arrive à quelque chose qui est pas bon en fait pour le pays, et donc on va emprunter à d'autres pays. Il y a quelques trucs qu'il ne faut pas oublier, c'est les taxes qui ne sont pas représentées ici. Si vous voulez, on peut essayer de voir ça en physique. Je peux tout vous expliquer, etc. Il n'y a aucun souci. Euh, elles figurent juste là. En fait, c'est tout simplement le revenu moins les taxes. Euh, et on a le petit c. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la proportion marginale à consommer. C'est en fait la part du revenu qu'on va utiliser dans la consommation. Et on a C0 qui est la consommation minimum. C'est-à-dire que chaque mois, on va être forcément obligé de payer notre loyer. Et ben, ça peut être ça. Notre loyer, notre facture de téléphone, notre facture d'eau, notre nourriture. Tout ça, ça rentre dans le C0. C'est vraiment toute notre consommation qu'on ne peut pas réduire, en fait. Et après, là, on va avoir la part de notre revenu qu'on va dépenser en plus. Donc, ça peut être typiquement pour acheter des biens de meilleure qualité, ça peut être pour acheter des plaisirs euh, ou un peu n'importe quoi. La fonction d'épargne, c'est l'inverse en fait de la fonction de consommation. C'est-à-dire que elle prend tout le reste. Donc là, on a un moins C. Donc ça, on appelle la proportion marginale d'épargne à épargner. Maintenant, on va passer à l'investissement. L'investissement, c'est hyper important parce que c'est aussi un des composants de la demande globale. Donc, du coup, ça va nous faire YD est égal à C plus I. Ça veut dire que la demande globale, elle peut augmenter grâce à l'investissement. Mais l'investissement, qu'est-ce que c'est globalement? C'est en fait tous les biens qui peuvent être achetés par une entreprise pour apporter de la valeur économique. C'est-à-dire que si moi, demain, j'achète une chaise, ça ne va pas être considéré comme un investissement. Par contre, si BNP achète une chaise, là, c'est considéré comme un investissement parce que c'est dans le but d'accueillir un employé, dans le but d'élargir ses bureaux peut-être, et donc de produire plus. L'investissement, on va surtout parler du taux de rendement interne, donc le TRI. Il est qualifié par cette formule-là.
qui est tout simplement le revenu qu'on va avoir chaque année divisé par un plus le taux du TRI. Moins, donc ça on additionne pour chaque année, etc. Donc là c'est revenu de l'année 2 1 plus P, c'est le taux, au carré, etc., etc. Moins l'investissement initial. Pourquoi? Parce que en fait, on va essayer de voir combien on peut dégager de cet investissement-là. Et en fait, cette formule, elle va surtout nous aider à trouver P, le taux du TRI. Et c'est ça qu'on va aller comparer avec R. Donc R, c'est le taux qui est donné par typiquement la BCE ou notre banque, en fait. Si la banque, elle nous dit qu'on peut emprunter à 4% et qu'en fait, bah, notre projet, il va en rapporter que 3, bon, bah, on va repenser l'investissement et on va se dire que c'est pas rentable. C'est principalement à ça que va servir le TRI. Il y a pas mal d'exos par rapport à ça. Si vous avez besoin, on peut essayer de se faire ça. Euh, Ensuite, moi, je vais vous parler du multiplicateur d'investissement. C'est hyper simple. C'est-à-dire que, en gros, on va partir de 1000 euros. C'est ce que je vous ai dit au tout début avec l'école de la demande et l'école de l'offre. On part de 1000 euros et on les met dans l'économie. C'est comme si, par exemple, moi, demain, j'emprunte 1000 balles et je décide de les mettre enfin, dans mon capital. Ces 1000 euros, ils peuvent venir de n'importe où. C'est pas l'objet ici. C'est simplement pour montrer ce qu'on peut en faire. De ces 1000 euros, on a dit là que, il y en a 80% du coup qui sont consommés. Ça veut dire que on va avoir uniquement 800, on va avoir 800 de consommés et on va avoir 200 d'épargnés. L'année d'après, c'est-à-dire qu'on va avoir 800 en plus dans notre production. Parce que vous souvenez, on a le cercle de la demande, l'offre et les salaires. Donc, ça veut dire que l'année d'après, on va avoir 800 euros qui vont se rajouter dans l'économie. Mais ces 800 euros, il y en a pareil, 80% qui vont être consommés et 20% qui vont être épargnés. Donc ça veut dire qu'on a l'année encore d'après, 640 euros encore enfin, à redispatcher, etc., jusqu'à arriver à zéro. Et donc ça, on va le simplifier par une petite formule hein, qui est juste là. Et en fait, ça va nous apporter quoi? Ça va nous dire que quand on apporte 1000 dans l'économie, tac, juste, j'arrive pas à voir, voilà. À chaque fois qu'on apporte 1000 dans l'économie, ça va rapporter 5000 en fait à toute l'économie. Donc, parce que on a un phénomène enfin, qui va consommer le revenu pas à pas et surtout le revenu qu'on apporte une année, et ben, il va reporter aussi l'année d'après. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire qu'on a augmenté la production une année, c'est-à-dire qu'on a embauché des gens, ça veut dire que l'année d'après, les gens ont plus d'argent, ça veut dire que ensuite on va recommencer à demander plus parce que les gens ont plus d'argent. Donc du coup, ça crée un cercle vertueux dans ce sens-là. Attention, ça marche aussi dans l'autre sens. Si on apporte moins 1000 à l'économie, forcément, ça va faire moins 5000 ici. Donc c'est quelque chose à aborder des deux côtés. Maintenant, les politiques gouvernementales, en quoi c'est intéressant? Là, quand on parle de politique gouvernementale, on ne s'intéresse pas forcément aux taxes. D'abord, on va voir l'apport en fait de ça. Tout à l'heure, on a vu l'investissement. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a Y égale C plus I. Et ben en fait, les dépenses gouvernementales, elles se font exactement comme de l'investissement. C'est-à-dire que si l'État investit énormément je sais pas, pendant le Covid, Macron avait une politique on donne énormément d'argent à toutes les entreprises. Euh, et bah, ça a développé, ça a fait augmenter G, donc, qui est la dépense gouvernementale. Et donc, du coup, toute l'économie, elle, s'est plutôt bien portée. Bon, enfin, c'était le Covid, donc voilà. Mais elle s'est plutôt bien portée grâce à ça. Et ça, c'est justement ce qui est montré là, c'est que, voilà, ça, c'est le revenu sans investissement, le revenu global. Il faut bien voir les choses comme globales, c'est-à-dire que c'est tout le monde. Donc, que ce soit les entreprises, les ménages, etc. C'est en fait tout l'argent qui circule dans l'économie. Lorsqu'on investit, on rajoute déjà un cran. Mais alors, avec les dépenses gouvernementales, c'est encore mieux, on va le dire comme ça. Et voilà. Donc, pourquoi l'État, en fait, il s'investit un peu là-dedans? C'est principalement pour des questions de régulation.
mais c'est surtout parce que on a besoin de lui pour réguler le chômage, en fait. Donc justement, le chômage, à chaque niveau de production, va associer un nombre d'employés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bah, par exemple, pour produire 100 000 € dans mon économie, j'ai besoin de 4 personnes. Donc ça veut dire que la population globale fait 4 personnes pour produire 100 000 €. Le problème, c'est que on a un taux d'emploi qui est optimal, donc là qui est qualifié par YPE, et on a un taux d'emploi qui est actuel. On voit que là, dans cette situation-là, on est largement en dessous du taux optimal. Euh, Ça, comment on va le régler? Comment on va le régler? On va, euh, on va doper la demande. Donc, comment on fait ça? On va baisser les prix, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que si tu baisses les prix, ça veut dire que tu vas augmenter la production, parce que les gens vont acheter plus. Euh, si tu augmentes la production, c'est-à-dire que tu vas avoir plus d'employés, parce que tu as besoin de plus de gens pour produire plus. Et donc, du coup, tu vas embaucher. Et donc, en fait, ça va se régler au fur et à mesure. Après, il y a un autre type d'écart, c'est l'écart inflationniste. C'est un écart qui est causé quand on a plus de personnes en fait en emploi qu'il n'y a enfin, que ça ne serait en cas optimal. C'est-à-dire que là, on a embauché 105 personnes alors que, il y en a que 100 dans l'économie. Ça, c'est vraiment, enfin, c'est pas possible. Et ça veut dire qu'on a un peu trop abusé de ça. Et donc là, pour réduire ça, ça veut dire qu'il faudrait augmenter les prix pour que les gens consomment moins et qu'on licencie des gens. En fait, ça, c'est juste un problème de les prix augmentent très vite et c'est hyper problématique parce qu'en fait, tous les prix sont augmentés et juste ça s'escalade. Dans la réalité, on va essayer de couper ça avec des taxes, avec euh, le gouvernement qui dépense moins. Et c'est comme ça qu'on va régler ça. C'est déjà fini pour aujourd'hui. On va se retrouver du coup bah, très prochainement dans le chapitre 2. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et puis on se retrouve à bientôt.